Oui, donc là, c'est une volonté de la part finalement des entreprises, enfin des utilisateurs, d'objectiver les choses et d'avoir, et là c'est peut-être le débat qu'on va peut-être pouvoir avoir là maintenant avec toutes vos réactions si vous voulez pendant les 10 minutes qui nous restent, les 9 minutes qui nous restent, c'était 45, sur voilà, c'est cette question entre le ressenti, comment est-ce que, enfin on voit bien de l'extérieur. Merci Marianne là-dessus de votre éclairage et de votre éclairage, je dirais, d'objectivation, de mesure. C'est que cette demande, et vous me disiez aussi quand on préparait que vous aviez en ce moment, enfin je dirais pas que la demande explosait, mais que du côté des exosquelettes, il y avait effectivement une très très forte accélération des choses, une très forte accélération de la demande. Alors en plus que vous constatiez, ce que vous disiez tous les uns les autres, et de dire que là je regardais moi aussi en préparant là les choses, une étude qui vient de sortir aux États-Unis et ils comprennent pas pourquoi, mais en gros avec le Covid, il y a une accélération très très fine, concomitance pour l'instant. Donc c'est avec et c'est en même temps pour le coup sans qu'il y ait de loin pour l'instant on ne sache analyser la cause, mais il y a une très forte intensification de la demande sur les exosquelettes. Alors est-ce que c'est le soin de la personne ou autre? Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant on puisse avoir avec vous tous et tous intervenants des réactions là-dessus. Peut-être sur le débat qui a été, si Benjamin, vous êtes toujours en ligne là, c'est un peu vous qui avez initié les choses avec en disant, écoutez, moi j'exagère peut-être un peu, hein, Benjamin, ce que vous dites, mais moi je mets vraiment l'éclairage d'abord sur ce qui est mon ressenti de l'opérateur pour pouvoir développer et pouvoir aller plus loin. Benjamin, vous êtes là, vous avez envie de prendre la parole là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, si on parle du ressenti de l'utilisateur, vous voulez dire? Oui. Oui. Oui, oui. Enfin, sur cette question qui est qu'on avait tout à l'heure là-haut aussi avec Lionel en parenthèse, qui est sur à la fois ce besoin d'objectivation, mais qui est aussi parce que le marché mûrit, quoi, les données mûrissent, l'environnement mûrit. Comment vous ressentez ça? il y a beaucoup de volonté, moi je dirais. Déjà, moi je vois à mon échelle au niveau de la construction, sur les différents chantiers, il y a beaucoup de volonté des chantiers et des responsables sur chantier d'investir dans ce type de matériel. C'est là aussi où je les alerte, c'est qu'ils ont une telle volonté que je me suis déjà retrouvé sur certains chantiers où ils avaient déjà acheté des exosquelettes. Et là, c'est catastrophique parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'analyse en amont, il n'y a pas eu de réflexion sur le vrai besoin au poste de travail. Et du coup, l'adaptation, elle n'a pas été faite. Donc, on va acheter un produit du marché et on va le mettre sur une personne. Et puis, ça va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça que souvent, les exosquelettes sont mal perçus après coup. Après, si je... Oui. Oui, non, mais ça fait écho parce que je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y a 18 mois, 2 ans, il y avait déjà une grande mode sur les exosquelettes et on citait un distributeur de matériel professionnel un peu connu qui disait demain, moi, j'ai des exosquelettes sur mes étagères comme j'ai du ciment. Malheureusement, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, enfin, c'est ce que je vois encore aujourd'hui. Je l'ai vécu encore il y a 2 semaines de ça. Donc, après, ça plombe un peu la démarche. Je suis pas contre les exosquelettes, hein. Enfin, je tiens à préciser parce que tout à l'heure, j'étais peut-être un peu dur avec les exosquelettes et leur application. Je pense juste qu'il y a plein d'autres choses à faire avant. Si on en revient au ressenti des utilisateurs, là aussi, enfin, on peut faire toutes les mesures du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'utilisateur ne se sent pas bien, si on part de la cardiofréquencemétrie, par de l'analyse posturale, par toutes les métrologies du monde, si l'utilisateur ne se sent pas bien, ça ne sert à rien. Donc c'est l'élément central. Oui, je vois par exemple, là, vous devez voir sur le chat, là, il y a un commentaire de Sébastien Médard qui nous dit oui, on va avoir des effets de type siège assis debout, on en achète et on les retrouve finalement au fond de l'atelier. Donc, je ne sais pas si ce monsieur veut commenter un peu ce que vous dites, ce que vous écrivez, si Sébastien Médard est en bout de ligne, on lui dit d'ouvrir son micro.
Oui, bonjour, je suis là. D'abord, merci beaucoup à tous les intervenants, voilà, qui ont pris sur eux, voilà, de pouvoir faire ce webinaire, voilà, suite à l'annulation de Préventica. Je suis très très content de voir que les discours évoluent beaucoup, et notamment en raison très très probablement de la présence de plus en plus d'ergonomes au sein de l'ensemble de l'écosystème. Ça fait plaisir en fait à voir. Bon, effectivement. Oui, oui. Vous en êtes un aussi, Sébastien? Pardon? Sébastien, vous êtes ergonome aussi? Oui, oui, je suis ergonome aussi, oui, en service de santé au travail. Donc en effet, hein, le risque, c'est ce que soulignait en fait Benjamin, c'est de se retrouver avec un tel élan vers cette typologie, je dirais, d'outils. C'est un petit peu comme les sièges assis debout. Un siège assis debout, en fait, vous avez un bassin qui reste à la même hauteur. Si l'environnement en fait autour n'a pas été pensé pour pouvoir varier en hauteur, je pense notamment en fait au plan de travail, le siège assis debout sera pas utilisé. Les quelques expériences que j'ai moi de mon côté pour le moment, notamment au niveau de la logistique, c'est que les gens sont quand même pas dans une situation où l'exosquelette serait vu ou perçu comme étant la solution miracle à tous les problèmes. Il y a quelques essais qui sont faits un peu à droite, à gauche. Bon, et pour le moment, comme je le disais un petit peu plus haut dans mes commentaires, c'est pas encore quelque chose qui se développe beaucoup pour des raisons liées en fait à l'expérience utilisateur qui, voilà, comme on le sait, prend en compte des dimensions pas seulement, je dirais, liées à l'activité centrale autour de laquelle, enfin sur laquelle l'exosquelette pourrait être amené en fait à apporter de la valeur, mais oui, un exosquelette, il faut que ça se règle. Les opérateurs changent, donc ça veut dire quoi? Un exosquelette par opérateur, comment se passent les réglages? Si je suis obligé de passer 10 minutes à le régler, ça va poser problème. Bon, bref, etc., etc., etc. J'ai bien aimé l'intervention qui a parlé des cas d'utilisation, et on se retrouve dans des situations qui sont quand même assez proches de ce que l'on peut rencontrer, je dirais, dans tout ce qui est interface homme-machine. Voilà, voir un petit peu quels sont les cas d'utilisation qui sont, je dirais, réfléchis, sur lesquels les exosquelettes peuvent apporter voilà, des solutions. Bon, voilà. En tout cas, moi, je constate dans les discours qui sont tenus par les uns, par les unes et par les autres, que au-delà de la maturité des dispositifs eux-mêmes, moi, je me rends compte surtout de la maturité en fait des intervenants sur ce secteur d'activité, sur l'écosystème. Donc, ça fait plaisir, voilà, à entendre. Merci de votre intervention. Le président. Le président a tous les droits. Intervention. Juste un mot d'organisation. Vous avez cité Préventica. Nous avions prévu de faire notre opération dans le cadre de Préventica. Oui. Mais c'est une organisation du cercle entreprise et santé qu'anime Anne-Marie Devers. Et donc, je voulais rendre à César ce qui est à César. Disons que nous sommes dans le cadre du cercle entreprise et santé. Et je voulais vous le repréciser. Merci. Merci. Donc, j'ai trouvé mon surnom, je suis Césarine. Voilà. Donc, merci, président. Lionel, je te voyais tout à l'heure, tu avais envie d'intervenir justement sur cette question, à la fois de progression, d'objectivation, de ressenti. Alors, effectivement, on a trop tendance, et malheureusement, c'est beaucoup de cas dans beaucoup d'outils qu'on peut tester. En gros, on donne une visseuse à un agent parce qu'elle est nouvelle, le fournisseur fait bien son travail commercial. On donne la visseuse à l'agent il va tester sa visseuse, il va dire oh ouais, elle marche bien, elle est sympa, puis en plus elle est rouge, elle me plaît. Et là, le chef lui dit ok, c'est bon, on la prend en contrat. Et ça, c'était un peu ancienne école, et ça, c'est insupportable parce qu'on ne se satisfait que du retour utilisateur, et encore du utilisateur, je dirais, que sur certains côtés. Le fait de rentrer dans l'objectivation, on est capable d'avoir des choses qui sont objectivées, qui sont mesurées. En revanche, tout mesurer, tout le temps, c'est chronophage, ça coûte cher. Même si on fait en interne, ça coûte cher parce que ça coûte du temps. Quand on fait ça, on fait pour autre chose. Donc, il est difficile de pouvoir toujours mesurer. C'est pour ça qu'il y a peut-être une réflexion à avoir pour essayer. Alors,
soit par type d'exosquelette, soit par type de situation, etc., de trouver une corrélation entre une objectivation des données et un regard subjectif. Alors, une anecdote par rapport à ça. J'interromps, c'est vachement important ce que tu dis là, de ce côté-là, sur cet équilibre-là, et sur le danger d'un certain côté d'un excès d'audit, on y reviendra tout à l'heure. Merci. Alors, une anecdote qui n'a rien à voir avec les exosquelettes. En 2013, on a fait une étude à la SNCF pour évaluer la pénibilité pour la manipulation des leviers en poste d'aiguillage. Une autre anecdote, le levier le plus dur que j'ai manipulé, il fallait faire l'équivalent de 160 kg pour le manipuler. Imaginez bien qu'il fallait faire mettre des watts pour bouger le levier. Et en fait, donc là, on a fait des mesures à l'époque avec Captive. Effectivement, on a pu mesurer la pénibilité, la fréquence cardiaque, etc. On a fait tous ces calculs-là. Mais on a utilisé aussi les échelles de bord que tout le monde connaît. Et on a trouvé la corrélation statistique entre l'effort dynamométrique du levier et l'effort ressenti par les agents. Et quand on a trouvé cette corrélation statistique, au lieu de mesurer les 10 000 leviers qu'on a à SNCF, on a pu, en questionnant les agents en circulation, ils évaluent tous les leviers qu'ils manipulaient, toujours avec ces notes de 0 à 10, et ben ça a pu permettre de faire notre fameuse cartographie. Toute proportion gardée par rapport aux exosquelettes, je pense que c'est une piste aussi sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est justement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de mesures, il faut continuer à faire des mesures, c'est ce qui va nous permettre d'affiner le regard des agents et surtout comment questionner l'agent. L'INRS, avec le questionnaire sur les processus d'acceptabilité et d'acceptation, a fait un très gros travail. Ils font un super boulot. Hein, Ils continuent dans la démarche, donc ça c'est très très bien. En revanche, je pense que nous, sur le terrain, on doit arriver, et on est tous plus ou moins ergots autour de la table et dans la salle, chez nous, il y a beaucoup d'ergonomes. Il faut qu'on se pose beaucoup des questions, c'est comment on peut questionner l'agent pour avoir ce retour-là. Moi, j'ai fait plusieurs tests sur d'autres domaines que les exosquelettes où, en fait, quand on questionne l'agent, on a la réponse. En gros, j'ai fait des analyses temporelles où j'ai chronométré une personne, mais j'ai posé les questions de donner le temps à 90%. Le temps qu'il me donne, c'est un temps que j'ai chronométré. Donc, ça veut dire que l'agent sait, suffit de trouver la manière de le questionner pour avoir un retour qu'on pourrait mettre en corrélation avec des données mesurées. Et si ça, on arrive à le refaire, à le faire sur les sujets qui nous intéressent, c'est du gain pour tout le monde. Léo, ton impression là-dessus? Je suis totalement en adéquation avec ça. Je dirais même que, au-delà de la manière de questionner, c'est déjà, parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément cette maturité-là, c'est déjà effectivement rendre l'utilisateur acteur de cette partie. Alors moi, je parle pour mon expérience à moi, c'est vrai qu'on peut avoir à certains moments l'impression qu'il y a vraiment une cassure peut-être entre les opérationnels, ceux qui vont faire, ceux qui savent, entre guillemets, enfin, ceux qui ont le savoir-faire et qui ont la connaissance technique, et je dirais ceux qui pensent savoir, sans pour autant avoir tous les tenants et les aboutissants de la réalité de l'activité. Et c'est là où déjà, pour certains effectivement qui seraient un petit peu moins avancés sur ces questions-là, il faut déjà interroger son organisation et faire en sorte qu'on puisse avancer sur cette question-là, de notre capacité à pouvoir effectivement se rapprocher des opérateurs et effectivement les rendre vraiment partie prenante de cette évaluation, alors que ce soit sur les exosquelettes, mais de manière générale, sur tout ce qui va concerner gérer les conditions de travail. On a souvent tendance, effectivement, certains vont avoir tendance à zapper cette étape et derrière, effectivement, on sait tous les déboires qu'on peut avoir a posteriori à ne pas inclure suffisamment les utilisateurs, à ne pas leur faire confiance également dans les informations qu'ils vont nous rapporter. C'était tout à fait important sur ce que vous dites, c'est que, en plus, la notion de partie prenante, utilisateur est un truc très important. Vu de l'extérieur, si je peux me mettre, parce que moi, je découvre finalement votre milieu depuis 2 ans, pas beaucoup plus là-dessus, même si on s'occupe des questions de santé travail depuis 15 ans globalement là maintenant, c'est que on sent bien, je dirais que c'est presque aujourd'hui, pour moi, il y a une très grande évolution, même depuis 2 ans et demi globalement là-dessus, et qu'effectivement, ça mûrit.
Et on sent, alors je dirais que c'est à vous un peu, je parle à vous trois déjà, Benjamin, Lionel et toi Léo, et puis à vous Benoît aussi là, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on est à un basculement et que on est passé de quelque chose qui était encore, je ne vais pas dire micro-expérimental, mais un peu ça, à quelque chose qui va devenir un enjeu professionnel. D'ailleurs, de la même façon que la santé au travail est en train de devenir, avec le malheureux Covid, un enjeu professionnel, on a l'impression que s'intéresse, d'ailleurs la preuve c'est globalement vous étiez 100 inscrits alors qu'on a lancé les invitations il y a même pas 8 jours, il y a quelques jours. Cette thématique-là devient vraiment quelque chose d'important aussi en termes de décision. Et donc là, il va falloir que vous fassiez, pardon, mais là c'est la vice-présidente, je mets mon titre de l'Institut international d'audit social, c'est-à-dire en gros sur la question d'audit, pour bien positionner les audits, éviter ce que sont devenus souvent les audits qui sont du checkbox, on coche et voilà, et en même temps faire cet équilibre que je trouve très exemplaire, que vous décrivez là tous les trois, Benjamin, Lionel et Léo, sur le ressenti de la partie prenante et l'objectivation de la mesure telle que les organismes comme celui de Marianne peuvent apporter. Alors peut-être là on a encore un mot de la fin, mais ça ne sera pas plus d'un mot. Donc je vous avais dit vous préparez 5 mots et pas plus. Benoît, qu'est-ce que tu dirais toi en conclusion, parce que oui, on arrive au final hélas, mais on reprendra. Moi, je dirais… Oui, vous m'entendez? On t'entend. Je dirais, faites une approche structurée de l'intégration des exosquelettes dans vos entreprises. Hein, on va pas n'importe où et effectivement, on commence par adapter le poste de travail à la personne et après ça, quand on est sur des impasses, on est là pour vous accompagner, pour aider la personne à s'adapter à son poste de travail. Merci. Anaïs? Oui, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Benoît. C'est structuré et collectif. Le fabricant prouve, l'intégrateur structure et rassemble, et l'utilisateur valide et utilise. Et vous, Marianne? Moi, je vais me répéter un petit peu, mais effectivement, en termes d'objectivation des effets de l'exosquelette, vraiment solliciter une entreprise comme la nôtre finalement que lorsque le système est stable et l'exosquelette est intégré et vous voulez vraiment vérifier une question précise sur l'exosquelette. On ne peut pas tout mesurer. D'accord. D'accord. Moi, j'aurais un conseil pour le collectif que vous êtes quelque part. Je dirais déjà tous les 6 étaient là, et puis je fais une parenthèse aussi pour Mathieu Bourret qui, Naval Group notamment, qui pouvait intervenir, mais qui là pour des raisons finalement d'utilisation de systèmes externes de plateformes n'a pas pu intervenir. C'est que vraiment vous travaillez là-dessus et vous travaillez peut-être aussi à ce à quoi on aide nous au cercle en organisant ce type de choses, mais que vous travaillez plus à la visibilité et à la compréhension de à la fois de votre secteur et de votre dynamique, qui est très importante, qui est en train de changer beaucoup de choses parce qu'elle est centrée. C'est une discussion qu'on avait avec Marianne juste avant, qui était de se dire tiens, c'est bizarre. En ce moment, il y a une très très forte demande et d'intérêt sur les exosquelettes. Donc apparemment, c'est conforté par les études des États-Unis aussi. Il ne voit pas bien la corrélation avec le Covid, mais en gros, elle est là. Donc, je crois qu'il y a vraiment un besoin en ce moment de conforter quelle l'initiative que vous avez prise de créer une commission au Seine là-dessus. Eh bien, Président, un mot de conclusion, et puis moi, je vous donnerai ensuite les prochaines étapes, si vous voulez bien. Un mot très encourageant. Moi, je voudrais dire que je n'ai jamais vu un créneau aussi fort et évolutif. Donc, peut-être l'utilisation des data. Enfin, dans notre domaine santé-travail, c'est vraiment un créneau fort et très évolutif, donc un message extrêmement encourageant pour nous tous qui en parlons et surtout qui agissons dans ce domaine. Donc, merci. Ouais, en tout cas, bravo et merci. Lionel, 2 mots à toi encore, et puis 2 mots à Barboteuse, on va pas l'appeler Barboteuse, pas 1m95. Non, c'est vrai qu'on voit une évolution, j'aime bien dire exponentielle, à la fois des produits, donc des exosquelettes, mais aussi
de tout ce qui va autour de l'exosquelette. Nous, depuis l'entrée du début, quand on a travaillé dessus, on a fait plus un zoom sur toute la démarche qui va autour du produit ou l'objet exosquelette. On se rend compte que maintenant, les deux convergent et les deux avancent. On améliore cette maturité technologique et cette maturité en termes d'accompagnement et d'utilisation. Il faut continuer dans la démarche parce qu'en bout de ligne, celui qui va en bénéficier, c'est l'agent. Donc, on a tout intérêt à travailler pour lui parce que si on ne le fait pas et si les entreprises testent à tout va en testant un produit sans être accompagnées, il y a des risques pour l'agent. Donc, on a tout intérêt à continuer tout le travail que vous faites dans les entreprises. Qui est très concerté, de coopération que vous faites à tous. Léo? Moi, alors, ce serait plus une observation. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir effectivement une réussite aussi importante sur ces sujets-là? C'est quand même le fait qu'on arrive à mettre beaucoup de gens différents autour de la table et pour prendre un terme qui revient souvent dans les conversations en termes d'ergonomie, c'est l'intelligence collective, c'est la pluridisciplinarité, que ce soit en interne ou effectivement avec tous les partenaires. Le fait de pouvoir fédérer autant de monde sur ces sujets-là, c'est pas le cas partout, il faut effectivement s'en féliciter. Et je dirais utiliser ça également comme levier pour aller, je dirais, plus loin dans la prévention sur d'autres sujets. Mais merci, parce que je pense que vous en êtes bien d'une belle illustration, effectivement, de cette intelligence collective nécessaire pour construire ça. Alors, si vous voulez bien, dans nos prochaines étapes, on va vous remercier tous beaucoup, vous applaudir moralement et les applaudir réellement. Merci à vous. Donc, nos prochaines étapes, je dirais, des actions en cercle, en rayonnement. Alors, en ce moment, c'est un peu staccanoviste, parce que la semaine prochaine, le 6 octobre, avec l'ESSEC et avec donc la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle de l'ESSEC, on monte une conférence avec, je dirais, celui qui a été l'un des pilotes, enfin le pilote français, en fait, disons, de l'intervention au moment de l'accident de Fukushima. Sur un certain nombre de choses. Donc, qui est Jacques Repusser, c'est l'ancien directeur général de l'IRSN et il est maintenant conseiller auprès de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire et de la sûreté nucléaire. Donc, ça, c'est le 6. L'autre chose aussi, et qu'on monte cette fois-ci avec le CNAM, dont je vous parlais tout à l'heure, donc CNAM Cher Gestion de la Santé, qui est à la demande de leurs étudiants et qui est, alors là, je dirais, entre praticiens et entre ceux qui ont vécu, qui le vivent là, un débrief Covid, en gros, en milieu de santé, en milieu de soins et avec comme intervenants. Alors l'intérêt, c'est qu'ils ne seront pas langue de bois. Ce sont des praticiens, donc on a à la fois le médecin qui a été réanimateur-chef en fait de Necker et qui est celui qu'on appelle le docteur TGV Covid, c'est-à-dire celui qui a, puisqu'on avait pléthore, on avait trop de monde globalement dans les hôpitaux, il fallait les acheminer ailleurs. Donc il y a une partie qui a été acheminée par avion et par hélicoptère et d'autres. Voilà. Donc il y a lui et puis quelqu'un qui est une membre du cercle et qui est, je dirais, en temps normal, en vitesse de croisière, elle est médecin coordonnateur international des Galeries Lafayette. Et il se trouve, puisque là, l'activité a été complètement arrêtée, que pendant 3 mois, elle a demandé à être médecin volontaire et à revenir, donc, comme praticien hospitalière, j'allais dire de base, à la PHP à Bichat. Donc voilà, c'est ça. Et puis, notre autre grand sujet sur lequel on fera appel à vous, si vous voulez bien, à vous tous, ce sont les data et les health data, sur lesquels on a une obsession pour nous, et notamment en matière globalement de santé-travail. Et donc là, on va organiser quelque chose, puisque ça, c'est ce qu'on sait faire à la fin janvier, le 21 janvier, ça sera pour le coup en mix CNAM et Cercle Entreprise sur la suite. Et pour notre truc aujourd'hui, on aura donc en replay d'ici la fin de la semaine notre truc aujourd'hui, pardon pour les cafouillages d'entrée, mais effectivement, comme on a monté ça avec un grand coup de rein après l'annulation de Préventica, il y avait des questions techniques qui n'étaient pas simples. Donc on aura le replay, bien sûr les supports, et puis ce qu'on va vous demander peut-être à tous, c'est si vous pouvez à un moment, c'est peut-être une bafouille des textes qu'on vous mettra sur le site du Cercle sur tout ça. Et idem, si vous êtes intéressé par les replays, on a eu cet été 2 choses qui peuvent vous intéresser. L'un qui était sur le management toxique et plus particulièrement dans les établissements de santé avec un de nos correspondants canadiens. Et puis un autre aussi sur les intégrations de l'innovation. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été
en bout de ligne. Dès qu'on peut, c'est-à-dire dans les quelques jours, on vous envoie le lien pour le replay et pour les docs. Merci de votre patience au tout début. Un grand merci à nos intervenants qui ont été un peu techniquement pas très bien remués. Faites ce qu'on dit, faites pas ce qu'on fait. On s'en excuse auprès d'eux, mais je dirais que les trois quarts ont été bien. Donc merci à vous et merci à vous deux de vous être déplacés jusque chez nous. À tout bientôt à tous. Merci. Au revoir, merci. Bye bye. Bravo Anne-Marie. Merci. Au revoir. Maintenant vous m'appelez Césarine. Merci.